Nous voici à présent dans la première vidéo du chapitre Gestion avancée de la haute disponibilité DAG. Dans cette vidéo intitulée Présentation du DAG avancé. Qu'allons-nous voir ensemble sur cette vidéo? Nous allons voir quelles sont les différentes solutions avancées du DAG et que permettent-elles. Donc là, ça sera une vidéo qui sera théorique et qui présentera un peu les différents éléments que nous allons voir tout au long de ce chapitre. Et tout d'abord, dans les différents éléments que je vais lister, ce seront des éléments qui seront modifiables dans le DAG pour justement respecter votre architecture, votre design et également les besoins que vous avez prévus et qui justement vous voulez avoir différents comportements du DAG en fonction de ce que vous avez établi, comme je viens de le dire, de vos besoins. Sur cette liste que j'ai listée, donc là il va y avoir 2 pages de présentation. Sur les points que j'ai listés, on va pas tous les retrouver, évidemment, je les ai pas tous listés. J'ai également pas listé la partie autoricide qu'on verra dans ce chapitre, dans une autre vidéo. Donc les éléments qu'on peut personnaliser dans un DAG. Tout d'abord, on peut personnaliser la partie réseau. Donc là, la partie réseau automatiquement est configurée en mode automatique sur le DAG. Lorsque vous allez mettre en place un DAG, il va automatiquement instancier les différentes cartes que vous avez sur les différents membres du DAG. Donc chaque serveur a une carte réseau ou plusieurs cartes réseau. Le DAG va instancier et référencer ces cartes réseau avec leur adresse IP, si elles sont up ou down. Il va justement référencer toutes les adresses IP et du coup découvrir les réseaux, les subnets qui correspondent aux configurations de ces cartes réseau, et il va pouvoir configurer justement des réseaux DAG. Dans certains cas, si on a plusieurs cartes, et qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas utiliser pour les connexions MAPI, pour la partie réplication des copies de bases de données, etc., eh bien on peut passer directement en manuel. C'est ce que nous allons faire tout au long de ce chapitre, des vidéos de ce chapitre. Alors lorsqu'on va vouloir passer en mode manuel, on va configurer la partie manuelle du réseau et on pourra configurer la partie MAPI pour les accès clients et la partie réplication. Donc là on va faire le choix, nous dans ce chapitre, de mettre en place 2 cartes réseau, une qui sera celle par défaut sur un réseau et l'autre qui sera sur un réseau isolé où on appliquera une configuration pour la réplication des bases de données. Voilà. Après on peut également configurer l'ignorance de certains réseaux. Donc comme je viens de le dire, la configuration automatique du DAG détecte automatiquement les cartes réseau et les sous-réseaux qu'il y a, et parfois il peut y avoir des réseaux comme des réseaux ISQSI qu'on ne souhaite pas instancier et pas utiliser. Donc on peut décider dans le DAG, dans la partie réseau du DAG, de ignorer ces réseaux-là. On peut également changer le port par défaut, que nous verrons un petit peu plus loin. Donc là, on peut choisir d'utiliser un autre port que celui par défaut pour effectuer la réplication des copies de base de données et des informations au sein des différents membres du DAG. On peut également configurer le chiffrement et la compression des communications. Donc par défaut, de mémoire, c'est inter-site only qui est configuré, donc par défaut, les communications sont chiffrées et compressées pour l'intersite. Voilà. Nous allons voir également dans ce chapitre comment modifier l'ordre justement des préférences de montage des bases de données. Donc là, on va changer l'ordre de préférence d'activation des copies de bases de données. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir plusieurs serveurs, 5-6 serveurs dans un DAG, ils auront tous une copie de la base de données. On va choisir quel est le premier serveur à la montée. Donc le premier serveur qui sera entre guillemets prioritaire dessus, c'est en priorité on va essayer de la monter sur celui-ci. Après on va choisir un second, si celui-ci tombe en panne, etc. Donc l'Active Manager pourra utiliser ces différentes configurations pour bouger les databases si il y en a besoin. Ou alors également si on utilise des scripts avec les préférences d'activation, c'est ce que nous verrons dans ce chapitre,
on peut choisir de choisir de rebasculer les boîtes aux lettres, les copies de bases de données, de boîtes aux lettres sur le premier serveur qui est préféré pour l'activation des copies. Donc là, on peut répartir les bases de données en fonction du design qu'on a établi et configuré. On peut également modifier le comportement du montage automatique des bases de données, et on peut aussi modifier la stratégie d'activation automatique des copies de bases de données. Donc la stratégie, ça sera justement si on peut les activer au sein du DAG, ou activer les copies ailleurs, etc. Donc là, on reviendra sur ce point un peu plus tard sur la partie pratique. On pourra également modifier le nombre maximal de bases de données actives sur un même serveur. Donc ça, c'est un point qui est assez utilisé en général. C'est-à-dire qu'on va forcer un serveur à ne pas monter plus de 20 ou 30 bases de données pour pas le surcharger. Voilà. Donc ça peut avoir certaines limites aussi, si on a vraiment une partie de l'infrastructure qui a un souci. On a par exemple 2 ou 3 data centers, on a un data center tout le temps, mais les bases de données, il faut qu'elles s'activent, les copies, il faut qu'elles s'activent sur d'autres serveurs qui sont en ligne et accessibles pour les utilisateurs. Mais si on est trop limite avec ce nombre-là, mais elles pourront pas s'activer. Donc voilà, c'est pour éviter que un serveur se retrouve avec toutes les bases de données actives et que d'autres en aient pas du tout, ou que une ou deux d'activer. Donc voilà, c'est pour éviter la surcharge de certains serveurs. Voilà à quoi sert cette fonction. On va pouvoir également modifier le comportement du montage automatique de bases de données d'un DAG au démarrage. Donc là, lorsqu'on va avoir par exemple un souci de connexion, de communication entre les différents membres d'un DAG, eh bien on va pouvoir utiliser ça. Donc là je reviendrai dessus sur cette partie-là, qui sera plutôt orientée pour des solutions où on a des membres du DAG qui sont répartis sur plusieurs sites, plusieurs sites physiques, voilà. Et qui correspondent à plusieurs sites AD. En général, on le met en place comme ça. Au niveau de la configuration d'un serveur témoin de secours, donc on va pouvoir également configurer un deuxième serveur témoin, mais qui est pas réellement un témoin de secours, mais plutôt un serveur témoin alternatif, qui est en corrélation avec ce paramètre-là, le DAC, Data Center Activation Coordination. Donc lorsqu'on va avoir une coupure entre deux data centers, et qu'on a des membres du DAC sur les deux data centers, on va avoir un comportement à éviter, et une certaine configuration à appliquer. Donc ces deux paramètres sont en général en liaison. Et ils sont mis en place lorsqu'on a des membres du DAG sur plusieurs sites. On va pouvoir configurer le retard de relecture des copies de base de données. Donc on va pouvoir avoir une copie de base de données ou plusieurs. En général, c'est une seule qu'on met dans un DAG qui n'est pas à un instant T, qui n'a pas les données à un instant T, qui a les données un petit peu antérieures. C'est un backup, on va dire, alternatif. On reverra ça dans la partie, dans la vidéo qui concerne ce point. On va pouvoir également renommer et déplacer l'emplacement des fichiers de base de données. Donc là, ça va pouvoir être pratique pour lorsqu'on va voir répartir et modifier, par exemple, l'emplacement des fichiers physiques, des fichiers binaires des bases de données sur des nouveaux stockages qui sont peut-être plus rapides, ou également, en général, on l'utilise pour les bases de données qui sont créées par défaut, les Matebox database avec un numéro à 10 chiffres, qui sont créées lorsqu'on installe un Exchange serveur avec le rôle de boîte aux lettres. Et bien on va avoir une base de données qui va être créée avec ce nom-là, et qui sera dans l'emplacement par défaut si on ne l'a pas spécifié. Donc là, on pourra la déplacer et la renommer pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Tout simplement. Maintenant, en pratique, on va pouvoir contrôler dans un premier temps avant de faire des manipulations de configuration. On va pouvoir utiliser ces deux commandes. Donc, je vous ai listé les deux commandes les plus importantes dans un DAG. Mais c'est comment vérifier la configuration d'un DAG. Donc on va supposer qu'on a créé notre DAG 01. Donc on va faire un get database ability group DAG 01. On va afficher avec un pipe format list tous les paramètres. Donc là on va pouvoir voir la configuration qu'on a du DAG.
et retrouver les éléments que je vous ai listés précédemment, par exemple. Donc si on veut contrôler, lorsqu'on a un souci, on veut contrôler le statut d'un DAG, on pourra utiliser cette commande. Le -statut va récupérer les informations directement sur les serveurs, donc comme lorsqu'on fait un getMailbox database, et là on met le -statut, mais le getMailbox database va nous remonter les informations directement en allant chercher sur les informations store des serveurs, le statut des bases de données, si elles sont montées, pas montées, etc. Donc le -statut, c'est pour voir le statut réel et aller chercher, pas que dans la D, mais directement sur les serveurs, le statut. Et après, on va pouvoir utiliser la deuxième commande qui gère la partie réseau, donc getDatabaseIdGroup Network, qui va nous afficher les réseaux d'un DAG, donc là on va lui mettre identity notre DAG 01, et là on va pouvoir afficher les différents réseaux qui sont configurés, avec leur configuration, les réplications, pas de réplication, les subnets, les cartes réseau, etc. Allez, on va se connecter à notre serveur Exchange. Donc là, hop, dans la partie serveur, je vous remontre que j'ai créé un DAG qui s'appelle DAG 01, hop, qui comporte deux membres, nos deux serveurs, qui a comme serveur témoin principal le DC01 et qui est dans ce répertoire témoin. Également les bases de données par défaut, voilà, donc, les deux bases de données qui sont, hop, celle-là est démontée, je vais la remonter après, je la remonterai. Si on regarde les paramètres, vous allez voir que j'ai laissé l'emplacement par défaut, voilà ce que je vous disais. Exchange Server V15, Mailbox, et le nom de le répertoire qui comporte le nom de la base de données. Et également, vous allez voir voilà, nos deux serveurs qui sont ici. Donc maintenant, si on lance Exchange Management Shell, qu'on fait un get hop, database availability group, identity DAG 01, qu'on met un -statut, qu'on fait un pipe FM. Donc là, si hop, on remonte tout en haut, et on voit qu'on a nos deux serveurs membres, ici. On a le nom du DAG. Ça c'est le run space ID. On a notre witness server, witness directory. Et ce que je vous ai dit, network compression, mais par défaut c'est activé sur l'intersite subnet only. Également pour le network encryption, intersubnet only. Voilà. Donc après il y a différents paramètres qu'on pourra modifier. C'est ce que je vous ai présenté. Donc là, file system c'est du NTFS. On voit qu'on a un seul réseau qui s'appelle MAPI-DAG Network, etc. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, hop, on fait la même chose en regardant la partie network. On retrouve notre MAPI-DAG Network, ici. Et également, sur les subnets, il nous en a découvert deux. Donc il y a un subnet qui est pour notre LAN, et un subnet qui est réservé, qui est isolé pour notre réseau de réplication. Mais là, il nous dit que c'est misconfigured, donc la configuration ne semble pas être valide. Donc c'est pour ça qu'on va le faire nous en manuel. On va reconfigurer en manuel notre réseau de DAG. Et là on voit que sur ces serveurs-là, il a détecté deux interfaces, donc ça c'est les interfaces. Sur le premier, il a trouvé que les deux interfaces sont up, et avec ces deux adresses IP. Également pour l'autre, c'est la même chose. Et on voit que par défaut, le MAPI est activé, que la réplication est activée aussi. Et qu'on n'ignore aucun réseau. Voilà. Hop. Alors dans cette vidéo, nous avons vu les différentes personnalisations d'un DAG. Également, vous verrez dans ce chapitre que nous verrons d'autres éléments qui feront partie de certaines vidéos à part entière, comme par exemple l'autoricide. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.